Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La maladie de la vache folle pourrait être transmise par une voie encore inconnue. Déclaration de Jean Glavany qui met ainsi un terme aux espoirs d'éradiquer l'épidémie à très court terme. Le ministre de l'Agriculture qui est en direct dans ce journal. L'agitation sur les places boursières après la chute vertigineuse de Wall Street. Revoilà le spectre d'un krach boursier. En France, Laurent Fabius est rassurant, pas d'impact direct sur l'Europe. En Italie, à la veille des élections régionales, la spectaculaire campagne de Silvio Berlusconi sur un paquebot de croisière. Le leader de l'opposition de droite ne manque aucun effet. Les derniers préparatifs de la Transat en double, Lorient-Saint-Barth, professionnels et amateurs, tous dans le même bateau. Parmi eux, Florence Artaud et Philippe Poupon. La maladie de la vache folle avec ces nouvelles interrogations, celles du monde scientifique relayées aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture lui-même qui évoque l'hypothèse d'une troisième voie de contamination mystérieuse laissant planer un certain trouble autour du devenir de cette épidémie que l'on croyait pratiquement maîtrisée. Les spécialistes allaient même jusqu'à évoquer son éradication à l'horizon 2001, mais voilà, les faits contredisent les prédictions. Florence Griffon, Dorothée Cochard. Ils veulent connaître la vérité sur la maladie de la vache folle. C'était il y a 15 jours. Ces agriculteurs décidaient de porter plainte contre X afin de savoir comment la contamination se propage. Les farines doivent être interdites depuis 90. Des animaux, 5 ans après, ont toujours été contaminés d'une façon ou d'une autre, on ne sait pas comment. Et 10 ans après les interdictions, les animaux tombent toujours malades. Alors là, on se pose vraiment beaucoup de questions. Une interrogation légitime car depuis 90, date de l'interdiction des farines animales, on a recensé en France 93 cas de vaches folles, dont 14 depuis le début de l'année. Or, la période d'incubation de la maladie est normalement de 5 ans. Jusqu'à présent, on évoquait donc 2 pistes pour expliquer la persistance de l'épidémie. Premier mode de contamination des vaches nourries accidentellement ou non de farines animales destinées aux porcs ou aux volailles. Deuxième possibilité, une transmission de la vache au veau, hypothèse semble-t-il peu probable. Le ministre reconnaît donc officiellement aujourd'hui dans le monde qu'il existerait une possible troisième voie de contamination par d'autres vecteurs. Troisième hypothèse qui a été un petit peu soutenue par un certain nombre d'expériences, qui serait qu'il y aurait un réservoir quelque part dans la nature, chez les vertébrés ou chez les invertébrés, et ce réservoir n'étant pas encore connu, on ne peut pas encore le contrôler. Une chose est sûre, d'après les scientifiques, il va falloir apprendre à vivre avec cette maladie pour longtemps peut-être. Le gouvernement a décidé de procéder à 48 000 tests sur les bêtes abattues dès le mois de mai pour en savoir plus. En direct de la Mongie, Jean Glavany, bonsoir. Sans détour, sans langue de bois, que doit-on comprendre? Que veut dire précisément ce mode de contamination inconnu que vous évoquez très officiellement aujourd'hui? Mais je vais vous parler très officiellement et sans langue de bois, je n'en sais rien. Il y a beaucoup de gens toujours bardés de certitudes dans la vie publique. Ben moi je dis je ne sais pas, et pour une raison simple, c'est que les scientifiques eux-mêmes ne savent pas. Alors ils viennent d'évoquer devant vous des hypothèses, et il y en a dont ils sont sûrs, celle des farines animales et de la voie alimentaire pour la transmission de cette maladie. D'autres dont ils sont moins sûrs, mais qu'ils n'excluent pas, comme la transmission de la vache au veau. Et puis, ils n'excluent pas un éventuel troisième mode de transmission. Il y a des scientifiques étrangers, notamment européens, qui ne retiennent pas cette hypothèse. En France, on ne l'exclut pas, les scientifiques français ne l'excluent pas. Et donc, quand les scientifiques évaluent ce risque, je pense que la responsabilité des politiques, c'est de gérer ce risque et de ne pas exclure cette hypothèse. C'est tout, mais je n'ai rien d'autre à dire que je ne sais pas, parce que les scientifiques ne savent pas. Ça veut dire qu'on est loin des propos rassurants que tenaient les spécialistes. C'est pas qu'on est loin des propos rassurants, ça veut dire que malgré tout, ces scientifiques considèrent qu'il y a une hypothèse plus probable que d'autres, c'est celle dite des alimentations croisées, avant 96, et compte tenu de la durée d'incubation de cette maladie qui est de 5 ans, ça veut dire que normalement, si cette hypothèse la plus probable est vérifiée, fin 2001, nous devrions voir le nombre de cas en France diminuer puis s'éteindre. Mais compte tenu du fait qu'ils ne sont pas sûrs, qu'il n'y a pas d'autres modes de transmission, on ne peut pas rigoureusement exclure
que ça puisse durer au-delà. Est-ce que cette annonce n'est pas essentiellement politique? Au fond, vous jouez maintenant la transparence, et ce avant la mise en place des tests de dépistage au mois de mai prochain. Elle est politique au sens que les scientifiques évaluent le risque et que les politiques doivent gérer le risque. Et moi, je crois qu'effectivement, il faut prendre nos concitoyens, qu'ils soient consommateurs ou qu'ils soient éleveurs. Vous venez de voir des éleveurs s'exprimer à l'instant dans le reportage. Il faut les prendre pour des citoyens et que ces citoyens ont le droit à la transparence démocratique. Et donc, quand on ne sait pas, il faut dire qu'on ne sait pas, plutôt que d'être bardé de certitudes et de développer des théories officielles qui peuvent être démenties un jour. Mais enfin, vous imaginez bien l'inquiétude, la préoccupation, à la fois chez les consommateurs comme chez les agriculteurs. Oui, mais vous prenez ce risque-là. Mais ce n'est pas un risque. En même temps, nous voulons dire dans cette transparence que nous suivons scrupuleusement l'évolution de la connaissance des scientifiques et que nous suivons scrupuleusement leurs recommandations. Qu'en 6 mois, par exemple, nous avons maintenu l'embargo sur le bœuf britannique conformément à leurs recommandations, que nous avons ensuite interdit le jonchage, qui est un mode d'abattoir, sur leurs recommandations, que nous sommes en train d'interdire des matériels à risque spécifiques, c'est-à-dire les boyaux dans la charcuterie, sur leurs recommandations, que nous allons mettre en place un programme de tests de 40 000 tests en France, 48 000 même, sur leurs recommandations. Alors, oui, en effet, on va le venir pays de France qui fera le plus, le pays d'Europe qui fera le plus. Et donc je dis, voilà, nous sommes dans une logique de suivi des recommandations des scientifiques, et la gestion de ce risque suit l'évolution de la connaissance des scientifiques. Pensez-vous qu'aujourd'hui, certains éleveurs utilisent encore des farines animales qui sont interdites, comme on le sait, et donc il y aurait fraude? Écoutez, aucun gouvernement au monde, fût-il le plus totalitaire, ne peut dire d'une manière péremptoire qu'il n'y a pas de fraude chez lui. Mais j'espère sincèrement que ce n'est pas le cas. Bien, nous verrons. Merci en tout cas d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Autre titre de l'actualité en France, où là encore la préoccupation, l'inquiétude de certaines régions face à l'environnement, avec ces manifestations en Bretagne, mais aussi ailleurs, pour protester contre la présence potentielle d'un laboratoire souterrain d'études de stockage de déchets radioactifs. Quelques 8000 personnes ont défilé à Quintin, près de Saint-Brieuc, avec ces slogans « Non au nucléaire, on ne veut de ça ni chez nous ni ailleurs ». Reportage Jacques Deveau, Gabriel Camia. Debout pour refuser l'installation d'un laboratoire de recherche sur l'enfouissement des déchets nucléaires. Depuis que le Premier ministre a donné son feu vert en 1999, les manifestations se succèdent dans le Grand Ouest sur les 7 sites qui ont été retenus. Ni ici ni ailleurs, mais autrement quoi. Et puis tant qu'à faire, hein, s'ils pouvaient carrément stopper, ça serait pas plus mal. Moi je dis que quand quelque chose est dangereux, c'est pas en le cachant qu'on évite le problème. C'est au contraire en le laissant à vue et en pouvant surveiller. Ça ne me gêne pas pour moi, moi je serais certainement morte avant que ça pose des problèmes. Mais j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et je ne voudrais pas leur laisser ça derrière. Aujourd'hui à Quintin, ils étaient 8000 à dire non. Parmi les manifestants, des habitants de la Mayenne, les premiers à avoir lancé le front du refus. Progressivement, une certaine coordination nationale se fait jour. On reste vigilant, mobilisé et très attentif à tout ce qui peut se faire sur les autres sites, ainsi que sur les sites chez nous, on fait très attention. Quant aux émissaires de la mission Granit, chargés de prendre le pouls du terrain, ici aussi, ils ne sont pas les bienvenus. C'est une mission de fausse concertation, une mission de sondage destinée à essayer de trouver le site le plus pigeon qui puisse accepter ce projet que n'importe quelle commune normalement constituée devrait refuser. Il ne s'agit que d'un projet pour installer un laboratoire d'études. Pourtant, la mobilisation s'accélère, à tel point que les élus socialistes de Bretagne avaient appelé à la manifestation, mais leur leader n'était pas présent. Et pour mieux comprendre à quoi ressemblerait ce laboratoire d'études de stockage de déchets radioactifs, l'exemple dans la Meuse, où un site a déjà été sélectionné. Les travaux commencent la semaine prochaine. Hélène Vergne. Ce ne sont encore que des prévisions sur ordinateur, explications en couleur du futur laboratoire d'études pour l'enfouissement des déchets nucléaires. C'est ici que le stockage des déchets hautement radioactifs, produits par les centrales nucléaires EDF et l'usine Cogema de La Hague, sera testé. Car la loi française prévoit 3 pistes pour se débarrasser des déchets radioactifs. 3 pistes dont le stockage à 600 mètres sous terre, dont 2 sortes de sous-sols différents. Premier laboratoire prévu, celui de Bure dans la Meuse, choisi pour ses terrains argileux. Il devrait être opérationnel d'ici 2001 et très semblable à ce laboratoire belge.
pour la construction de la deuxième installation dans un sous-sol granitique. Cette fois, 15 sites ont été présélectionnés. L'objectif officiel de ces laboratoires est simplement d'étudier la résistance et le comportement de roches différentes, de vérifier que l'enfouissement des déchets à grande profondeur est possible. Faux rétorquent les écologistes et la population locale, comme ici en Mayenne. Ces laboratoires deviendront des sites de stockage, véritables poubelles nucléaires. Quelle que soit l'issue de la mission Granit, malmenée à chacun de ses déplacements, c'est en 2006 que le gouvernement devra normalement se prononcer et dire si le stockage en profondeur est une solution techniquement mais aussi socialement acceptable. Cet après-midi, devant l'Assemblée nationale, la manifestation du collectif de défense du loup pour protester contre le bien-fondé d'un rapport du gouvernement qui veut mettre en place des zones protégées à côté de zones qui autorisent l'éradication de l'animal. Une démonstration très symbolique. Quelques dizaines de manifestants écologistes portant des masques de loup ont donc jeté à la poubelle ce projet qui suscite une levée de boucliers et qui oppose aussi bien les associations pro ou anti-loup. Cette saisie de drogue près de Montbéliard, plus d'1 tonne de cannabis lors d'un contrôle de routine dissimulé à bord d'un camion espagnol qui transportait des fruits et légumes. Il s'agit de la plus grosse saisie réalisée dans la région de Franche-Comté. Grande fébrilité sur les marchés financiers avec l'ombre d'un krach boursier après la dégringolade à Wall Street hier et du Nasdaq et du Dow Jones qui accusent une chute historique pour la seule journée de vendredi. Les répercussions de ce sacré trou d'air devraient se retrouver dès lundi. Pour l'instant, aux États-Unis, on se veut rassurant ou relativement optimiste. Quant à la France, d'après Laurent Fabius, il devrait n'y avoir aucun impact direct. Jean-Bernard Schmitt, Alain Locaccio. Une nouvelle fois cette semaine, le mur d'écran s'est affolé. D'ordinaire s'y affichent les succès insolents des valeurs technologiques de la bourse de New York. Des succès qui se sont mués hier soir en une longue suite de dégringolades. L'indice Nasdaq a ainsi chuté de 9,67% en une seule séance. Un plongeon qui conclut une semaine noire, moins 25%, une baisse constante sur tout le mois d'avril. Sale journée, encore une. Ça fait trop à la suite. Ce sont les valeurs technologiques. Mais ça va repartir. Enfin, on espère. Une chute historique qui préoccupe les autorités politiques. Réunis à Washington, les ministres des Finances des pays les plus industrialisés n'ont pourtant pas voulu paraître trop inquiets. C'est une correction sévère. Qui était d'ailleurs attendue, parce qu'on avait dit, bon, il y a eu une telle montée des valeurs technologiques que ce ne sera pas éternel. Donc il y a une correction. Dire que ça va dégénérer et s'accélérer, aucun d'entre nous ne le croit. Plus inquiétant, l'indice Dow Jones, celui des entreprises traditionnelles, a lui aussi plongé, moins 5,66%. Ces valeurs avaient jusqu'ici mieux résisté aux fluctuations du marché. À cela s'ajoute une reprise de l'inflation aux États-Unis. Il n'en faut pas plus à certains analystes pour parler de krach boursier qui s'étendrait à toutes les places financières. Paris a perdu hier soir plus de 3%, laissant craindre un début de semaine très difficile, malgré les bons résultats de certaines entreprises. Je ne suis pas inquiet sur, si on raisonne sur le marché français, sur les grandes valeurs dites de l'ancienne économie. Parce qu'il y a à la fois des potentiels de croissance, il y a des potentiels d'amélioration des résultats. Et vous l'avez vu, l'ensemble des prévisions économiques montrent que la zone euro va connaître une accélération de sa croissance. Donc tout ceci, ce sont de bonnes nouvelles. Seule incertitude, mais de taille, la capacité du marché à faire la part des choses entre l'ancienne et la nouvelle économie. L'euphorie générale de ces derniers mois pourrait bien se transformer en une grande désillusion. C'est dans un climat tendu et pour que ne se reproduisent pas les débordements de Seattle que la ville de Washington est largement quadrillée par les forces de police alors que doivent se tenir les réunions du FMI et de la Banque mondiale. Déjà de nombreux manifestants anti-mondialisation sont à pied d'œuvre. Correspondance Étienne Lénart. Ça, c'était hier après-midi dans un entrepôt désaffecté, une sorte de quartier général pour les militants de tout poil se préparant à la bataille de Washington. À pied ou en vélo, tout allait être fait pour empêcher la tenue des réunions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui commencent demain matin. Ça, c'était ce matin. L'entrepôt en question vient d'être évacué. Motif officiel de la police, mesure de sécurité insuffisante. On nous a expulsés illégalement de cet endroit. On nous a privés de nos droits. Le droit de manifester pacifiquement contre ces organisations internationales et antidémocratiques. Et de fait, depuis 48 heures, le moindre petit rassemblement devant l'immeuble de verre de la Banque mondiale est étroitement encadré. Les forces de l'ordre ont reçu des consignes très strictes.
La réunion de Washington ne devra ressembler en rien à celle de Seattle. Plusieurs centaines d'hommes ont été appelés en renfort pour parer à toute éventualité. Notre Constitution donne le droit à ces gens de manifester, mais elle donne aussi le droit à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international de tenir leurs réunions. Hier encore, un audacieux avait réussi l'exploit de déverser une benne de fumier devant le siège de la Banque mondiale, sa façon à lui de dire que ces organisations représentent tout ce qu'il exècre de la mondialisation multinationale. Du coup, ce matin, le quartier était entièrement bouclé. Il va falloir beaucoup d'imagination aux manifestants pour empêcher demain l'ouverture de ces assemblées. L'image d'une réunion du Fonds monétaire international retranchée, bunkérisée derrière ces cordons de police sera sans doute modérément appréciée par ceux qui réclament à ces organisations une plus grande ouverture à la société civile. Mais c'est à ce prix que la police entend ne pas faire de Washington un nouveau Seattle. En Italie, à la veille des élections régionales, le leader de l'opposition de droite, Silvio Berlusconi, bat la campagne avec les moyens du bord. Et ces moyens sont impressionnants puisque c'est à bord d'un paquebot de croisière, dépensant sans compter, que Silvio Berlusconi tente de séduire à l'italienne les électeurs dans ce scrutin considéré comme crucial à un an des législatives. Reportage Isabelle Stess, Enrico Melonari. Assurément, l'homme le plus riche d'Italie n'est pas avare. Il dépense sans compter, sourire et argent, les deux armes de ce grand battleur médiatique. Jamais à court d'imagination, sous les couleurs de son parti Forza Italia, Allez l'Italie, le capitaine d'industrie Berlusconi fait croisière électorale à bord d'un titanesque paquebot. Sur mer, dans les airs, il appelle ça sa croisade pour la liberté. À 14 millions de francs, c'est avant tout une coûteuse provocation à l'égard de la gauche au pouvoir qui vient de limiter la publicité politique pour ce patron de 3 chaînes de télévision. C'est une idée des communistes pour nous éloigner de la victoire, mais on a inventé cette croisière et je pense qu'on ira bien aux élections. C'est dans les cales du navire qui peut accueillir 2300 personnes que le chef de la droite italienne rassemble ses militants au son de l'hymne du parti composé par Silvio Berlusconi. Et lorsqu'il s'agit de défendre ses idées, il n'hésite pas à prendre le bus pour fustiger les communistes, la criminalité, l'immigration, avec des thèses parfois extrémistes. En dépit de ses procès pour corruption et de son échec au gouvernement en 1994, Silvio Berlusconi reste persuadé d'être l'homme le plus populaire d'Italie. J'ai travaillé beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai bâti des villes, j'ai fait la télévision et puis j'ai eu beaucoup de succès dans le sport, dans les différents sports, dans le football et dans les autres sports. Et puis j'ai fondé un parti politique qui est devenu le premier parti politique. Fort de son succès aux élections européennes, c'est un nouveau tremplin vers le pouvoir que Silvio Berlusconi voit dans le scrutin régional. À un an des législatives, une victoire de la droite pourrait le conduire à la barre du gouvernement en 2001. Au Kosovo, l'hommage d'un millier d'Albanais qui, depuis ce matin, ont entrepris de refaire le trajet des réfugiés vers l'Albanie un an après, et ce en souvenir de ces centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont fui les exactions serbes. À pied de Mitrovica, ils se sont d'abord rendus dans un cimetière des martyrs pour ensuite s'embarquer à bord d'autobus pour rejoindre demain la ville de Kukës où avaient trouvé refuge près de 100 000 personnes. En Guyane, des pluies diluviennes ont provoqué d'importantes inondations à Cayenne, mais aussi dans d'autres communes du littoral. Les prévisions météo ne devraient pas s'améliorer. Certaines routes sont rendues impraticables, une situation préoccupante, mais sans caractère exceptionnel, précisait la préfecture. Inondation en Équateur. Depuis jeudi dernier, la pluie tombe sans discontinuer. Des quartiers de Quito, la capitale, ont dû être évacués. Commentaire Bertrand Coq. Depuis jeudi, c'est le déluge sur Quito, la capitale de l'Équateur. Des trombes d'eau noyant le ciel et la terre. Les pluies les plus violentes depuis 15 ans. Dans certains secteurs de la ville, l'armée est intervenue pour évacuer les plus menacés. Car à force, des collines ravinées s'effondrent et la boue en torrent taille des brèches dans les quartiers sud les plus modestes, comme dans la nuit de vendredi. La terre glissait, raconte une habitante. C'était affreux, le bruit. On aurait dit que toute la colline dégringolait.
10 morts au dernier recensement, des disparus, des dizaines de blessés, des familles entières déplacées. Les recherches se poursuivent. Il faut faire vite, le terrain est instable. L'eau continue son travail de sape. Et pour les jours à venir, la météo est sans équivoque, de la pluie, toujours de la pluie. Contre l'éducation très britannique autorisant les châtiments corporels, plusieurs centaines d'enfants venus de toute l'Angleterre manifestaient cet après-midi jusqu'à Downing Street au cri de « Stop aux fessées, arrêtez les claques ». Une délégation a été reçue sans pour autant rencontrer le Premier ministre Tony Blair. En France, celui qui a eu en charge pendant près de 3 ans l'éducation au gouvernement, Claude Allègre, sort de sa réserve et commente sans détour sa mise à l'écart, n'épargnant ni Lionel Jospin, qui n'aura pas su le soutenir jusqu'au bout, ni les syndicats enseignants. Morceau choisi et réaction, Nabila Tabouri. Lionel Jospin et Claude Allègre côte à côte, cette image appartient désormais au passé. Entre ces deux amis de 40 ans, les sourires se sont figés. Depuis son éviction du gouvernement, l'ancien ministre ne mâche plus ses mots à l'égard du Premier ministre. Jospin, par exemple, a mis beaucoup d'argent dans la réforme, dans l'éducation nationale. Il a pas fait beaucoup de réformes. Moi, il m'a donné peu d'argent d'abord, peut-être d'ailleurs en contrepoint, et il voulait réussir. Au fond de lui-même, il voulait réussir à travers moi ce qu'il avait raté lui-même. J'ai le sentiment d'un Premier ministre qui a eu peur. Il a eu peur. Mais Claude Allègre n'a-t-il pas été sacrifié sur l'autel des élections futures? Ces petites phrases assassines sur le mammouth à dégraisser et l'absentéisme des professeurs, ces réformes tous azimuts risquaient de heurter l'électorat traditionnel du Parti socialiste. Aujourd'hui encore, l'ancien ministre continue de dénoncer l'immobilisme des enseignants du secondaire et plus particulièrement du SNES, le syndicat majoritaire. Il y a une volonté, un conservatisme absolument fabuleux des enseignants du secondaire et de ce syndicat qui est un syndicat quasiment stalinien. Stalinien, la référence historique passe mal du côté du SNES. Tout ça, les profs l'ont mal reçu. Il y en a beaucoup qui ont été blessés. Mais encore une fois, nous, en tant qu'organisation, nous disons laissons ce monsieur à ses insatisfactions et à ses rancœurs et puis allons de l'avant. Même la FEN, qui a longtemps soutenu Claude Allègre, a fini par s'en détourner. Je suis convaincu qu'on ne fait pas de réforme contre les personnels. Et les agressions qu'il a multipliées lui ont mis à dos la majorité de la profession, et ça, il l'a payé, il l'assume. Dégagé de toutes ses fonctions politiques, Claude Allègre est désormais libre de s'exprimer comme il l'entend, et il ne s'en prive pas, au risque d'aggraver encore son isolement. Et cette interview de l'ancien ministre de l'Éducation sera diffusée dans sa globalité demain soir sur notre chaîne, dans un document de France 2, donc à 23h05, intitulé « Claude Allègre et les réformes dans la tourmente ». À Paris, première grande réunion officielle des Verts depuis qu'ils ont au gouvernement 2 ministres. Pour Guy Asquette, en charge de l'économie solidaire, l'occasion de présenter, d'expliquer son portefeuille. L'occasion également pour certains élus et militants de dire leur méfiance face à la méthode du gouvernement Jospin. Reportage Alban Mikosi, Gilbert Usan. La voilà l'image que les Verts attendaient depuis leur bon score aux européennes. Un 2e ministre, Guy Asquette, aux côtés de Dominique Voynet. Ministre, enfin plus exactement secrétaire d'État à l'économie solidaire, il doit se ménager un espace politique sans paraître pour autant concurrencer Dominique Voynet. Un exercice d'équilibriste dont voici les premiers pas. C'est pas parce que je suis devenu ministre que je ne vais plus rien dire, que je ne vais pas arrêter de réfléchir à comment on fait grandir les Verts. Mais à l'inverse, ceux qui seraient tentés de dire dès que les Verts ont 2, 3 ou 4 têtes, il faut chercher à jouer à les opposer entre elles, je le dis très clairement, ils ne trouveront personne au rendez-vous. Parce que la stérilité, c'est quelque chose qui, de la même manière, me fatigue. Guy Asquette, ministre, ses amis se réjouissent, mais n'en oublient pas pour autant leur rancœur envers Lionel Jospin. On est bien dans une logique totalement digne de la Ve République, où Lionel Jospin a troqué les habits de la politique modeste pour les habits de monsieur le candidat permanent. C'est le début de la campagne présidentielle, et en gros il dit « la gauche plurielle, c'est moi ». Et comme certains dossiers de santé publique, comme les OGM ou la vache folle, font réagir les Verts, l'heure n'est pas à la confiance aveugle. Dans les prochaines semaines, leur soutien au gouvernement sera mesuré selon les dossiers, ce qui embarrassera parfois Dominique Voynet, et que Guy Asquette devra apprendre à gérer.
Venons-en à cette formule originale baptisée congé solidaire qui permet à des salariés de prendre des vacances humanitaires et grâce au financement de leur entreprise. Une période utile pour aider sur place certains projets au Mali. Yann Fronty, pratique voix. Il a des pattes qui sont comment? Qui sont très courtes en fait par la... D'ordinaire, Martine s'occupe de marketing pour un groupe de presse à Paris. Paul, lui, fait de la logistique dans une société de transport. Aujourd'hui, il donne des cours de lecture et anime la bibliothèque de cette école malienne dans le cadre d'un congé solidaire. 15 jours d'entraide pour ces deux volontaires qui ont choisi de donner un peu de leur temps. C'est moins facile que de donner de l'argent, donc il faut déjà se bouger un petit peu, il faut prendre des vacances pour pouvoir partir et c'est un peu moins facile ou moins confortable, je dirais, que juste faire un chèque. Mais il y a quelque chose de fantastique ici, c'est vraiment la curiosité des enfants, c'est extraordinaire. Ici, ce sont les responsables de l'école qui ont demandé qu'on vienne les soutenir. Bien sûr, tout n'est pas encore parfait. Les enseignants maliens, par exemple, hésitent à s'impliquer dans le projet, mais le directeur, lui, est enthousiaste. Ils comprennent comment nous vivons, comment nous apprenons, et nous également, comment nous pourrons intégrer un jour ou l'autre nos partenaires des congés solidaires de l'Europe et autres. Hervé Dubois a lancé le congé solidaire il y a 1 an. Son idée, permettre à des salariés devenus plus disponibles, avec les 35 heures, de s'engager dans l'action humanitaire. Le citoyen est relégué à une position de donateur. Et je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps que ça change. Il faut que chaque citoyen qui a envie de faire quelque chose puisse avoir la possibilité de partir et d'échanger et de donner le peu qu'il a à donner. À Paris, il y a quelques semaines, Paul n'aurait jamais pensé participer à un tel projet. Un projet irréalisable sans l'engagement financier de son patron. Joël Guzman, lui, n'a pas hésité à débourser les 11 000 francs nécessaires pour payer le voyage et l'hébergement de Paul au Mali. Déjà prévu, en fait, on a fait tourner une enveloppe. Il y a des règles, les règles de l'économie, le monde fonctionne par ces règles d'économie, mais là encore, ça ne peut pas être les seules valeurs qui m'animent à titre personnel en tant qu'individu, mais en tant que chef d'entreprise, je souhaite pouvoir diffuser et partager avec le reste de mon équipe des valeurs humanitaires. Après quelques mois d'existence, l'expérience n'en est encore qu'à ses débuts. Les initiateurs du congé solidaire le reconnaissent eux-mêmes, les erreurs de jeunesse devront être corrigées. Il faudra par exemple être vigilant sur l'utilité et le bien fondé de chacun des projets. Parmi les ravages de la tempête de décembre dernier, il est des dégâts dont on parle peu et qui pourtant ont abîmé, selon certaines estimations, quelques 300 000 tombes en France. Une situation particulièrement difficile car ce sont les particuliers qui, pour l'instant seuls, doivent payer les dégâts au point que le gouvernement est en train d'étudier une loi qui permettrait aux communes d'aider financièrement les particuliers. Reportage en Charente-Maritime, Christophe de Valambra, Alain Gergrand. Décidément, la tempête n'aura rien épargné. Dans ce petit cimetière de Charente-Maritime reposent les ancêtres de Jocelyne. Fin décembre, la toiture du hangar voisin arrachée par la tempête est venue fracasser les 3 tombes familiales. Là, il me faudrait au moins 30 000 francs pour remettre en état ces sépultures. Et Jocelyne n'a pas les moyens. Elle a bien fait appel à son assurance. Après tout, le toit du voisin sera remboursé. Mais pour elle, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait force majeure et que les tombes, elles auraient dû être assurées. Explication. Dans les dossiers des assureurs, la tempête est un cas de force majeure. Cela signifie que c'est l'assurance du bien détérioré qui doit fonctionner. Problème, les tombes de Jocelyne, comme toutes les tombes, n'ont tout simplement jamais été assurées. Personne ne s'est posé la question jusqu'à présent. Non, non, absolument. Aucune compagnie, a priori, n'avait proposé ou osé proposer une cotisation spécifique pour assurer une tombe. Je pense que c'est techniquement réalisable, mais je ne sais pas si des compagnies se pencheront dessus. Je ne sais pas, probablement. En attendant, ce sont les communes qui pourraient aider les particuliers. Dans certains cas, à Tonnet-Charente par exemple, le mur du cimetière en tombant a endommagé plusieurs sépultures. La commune, propriétaire du mur, se sent moralement responsable. Exceptionnellement, elle pourra faire un geste. Alors la préfecture est assez bienveillante dans cette opération puisqu'elle nous autorise à donner des fonds publics à des particuliers. Tempête exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le gouvernement a déposé un projet de loi pour généraliser ce principe. Mais de nombreux particuliers ne pourront compter que sur un geste des assurances
déjà fortement sollicités. L'actualité sportive avec la 23e édition des 24 heures du Mans moto. À 15 h, le coup d'envoi avec 56 équipages au départ. Les 2 premières heures de la course ont été particulièrement mouvementées avec de nombreux changements. En fin d'après-midi, c'est Suzuki qui menait la course devant Kawasaki. Les derniers préparatifs avant le départ demain de la Transat en double pour cette 5e édition Lorient-Saint-Barth. 42 équipages, soit une participation record. Se côtoieront amateurs et professionnels avec bien évidemment la présence de quelques grands navigateurs comme Florence Artaud et Philippe Poupon. Reportage Alexandre Cara, Olivier Robert. Pour l'océan, c'est une silhouette familière, celle d'une pionnière, de ces femmes qui bien avant la parité ne s'en laissaient pas compter par les hommes. Ne vous fiez pas à la rumeur, Florence Artaud n'a jamais quitté la mer. Elle a juste voulu s'éloigner du flot médiatique, de cette déferlante populaire qui, il y a quelques années, l'a propulsée sur le devant de la scène. Aujourd'hui, si elle traverse encore les océans, c'est dans des courses moins exposées, avec parfois pour allié un adversaire d'hier. C'est une belle et gentille fille que je connais depuis quelques années. Et puis c'est surtout une bonne navigatrice, donc je suis tranquille pour cette course, là, ça va être agréable. 2 ans de réflexion pour en arriver là. Il est vrai que Philippe Poupon n'est pas un marin facile. Lui, le skipper le plus populaire des années 80, l'homme qui gagna alors sur les océans tout ce qu'il y avait à gagner. Il a décidé de partager l'Atlantique avec Florence. Pour Artaud, femme de mer par référence, Poupon est bien le navigateur par excellence. C'est l'adversaire que j'étais le plus fier de battre parce que bon, Philou, c'était un peu après Tabarly, c'était un peu l'idole des jeunes. Enfin, moi je suis de la même génération que lui, mais tout le monde, c'était un modèle. C'était une nuit d'automne, il y a 10 ans. Pour la première fois, une femme remportait la route du Rhum. Pour la première fois, Artaud battait Poupon. Depuis, ces deux-là ont abandonné les géants des mers pour vivre une histoire simple. Bon, après avoir couru sur des gros bateaux, ça ne nous gêne pas de venir sur des petits, c'est un autre plaisir. Mais c'est pas plus c'est gros, plus on va vite et mieux c'est, non. Il y a mille façons de naviguer agréablement, même sur les petits bateaux. Demain, Florence et Philippe partiront à la conquête de l'Ouest. Pour rallier les Antilles, il leur faudra plusieurs semaines. Le temps de vivre leur passion, cet indicible amour de l'océan. Rugby cet après-midi après un match rythmé. Toulouse s'est imposé face à Montferrand 31-18. Montferrand a résisté jusqu'au dernier moment et c'est finalement le Stade Toulousain qui a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. À noter le tirage au sort des demi-finales qui aura lieu demain en direct dans Stade 2. La prochaine cérémonie des Molières, le 8 mai prochain sur notre chaîne. Aujourd'hui se déroulait le traditionnel déjeuner des nominés aux Fouquet's avec Suzanne Flon, Jérôme Savary qui préside la soirée, également présent Catherine Fro, Claude Brasseur, Marie Laforêt ou encore Michel Cotta. Claude Brasseur que vous voyez sur cette image. Paris vit à l'heure ottomane avec l'exposition au musée Jacques Marandré d'une collection exceptionnelle de céramique. En avant-première, Laurence Piquet et Philippe Jasselin se sont rendus à Istanbul sur les traces de ces fresques d'une grande beauté. Voyager sur les rives du Bosphore, marcher dans les rues du vieil Istanbul, c'est là que vous découvrirez les magnifiques céramiques d'Izmit. Somptueux héritage laissé par les artistes de la ville de Nicée au XVIe siècle, une décoration raffinée réservée aux mosquées et aux palais. À Topkapi, les touristes viennent nombreux les admirer. Des céramiques qui depuis peu ont leur musée, c'est dans cette maison ottomane à Istanbul que la famille Koç a rassemblé les plus belles pièces de sa collection. Des faïences d'une grande qualité recherchées dans le monde entier. Si vous réalisez qu'en Europe, la porcelaine n'est apparue qu'au XVIIIe siècle, alors vous apprécierez la valeur des céramiques ottomanes. La qualité de la glaise et la qualité des compositions sont vraiment d'un très haut niveau. Les céramiques d'Izmit déclineront au XVIIe siècle pour laisser la place à d'autres ateliers. Une inscription en arabe, « Bon appétit » est écrit sur la cruche. La richesse de la culture ottomane, vous en aurez un aperçu dans cette maison sur le Bosphore.
Madame Coach et son mari sont collectionneurs, mais aussi défenseurs de l'art et de l'éducation dans leur pays. La Fondation Coach, 6e d'Europe, a permis de créer universités et musées. Nous avons eu une habitude de famille que si nous avons quelque chose de très beau, nous voulons partager ça avec tous nos amis, tout le monde. Partager avec la France la beauté de ces céramiques fabriquées dans les Dardanelles, un dessin d'une grande modernité. Regardez, les oiseaux sont bien formés dans une école de céramique. On ne peut pas faire mieux que ça aujourd'hui. 200 céramiques de cette famille de mécènes ont ainsi quitté Istanbul pour Paris. Jusqu'au 2 juillet, la magie du Bosphore va nous émerveiller au musée Jacques-Marandré. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. La maladie de la vache folle pourrait être transmise par une voie encore inconnue des scientifiques. Déclaration de Jean Glavany qui met ainsi un terme aux espoirs d'éradiquer l'épidémie à très court terme. L'agitation sur les places boursières après la chute vertigineuse de Wall Street. Revoilà le spectre d'un krach boursier. En France, Laurent Fabius est rassurant, pas d'impact direct sur l'Europe. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet. 20h50, tapis rouge présenté par Michel Drucker. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Laurent Gérard. Midi, DMA, Paul Amar aura pour invité Françoise de Panafieux. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.